à voir là où se trouve notre pays aujourd'hui et le comportement de ceux qui semblent nous diriger sans avoir les soucis de la population dont la souffrance a atteint ses limites. On remarque tout de ce qu'il y a carence de leadership au sommet de l'État. Aujourd'hui, notre pays court un danger qui risque de voir sa disparition totale dans les jours à venir. Malgré tous les dégâts causés qui demeurent sans amélioration, ces gens ne jurent que pour la tenue des élections et en font d'ailleurs leurs préoccupations majeures. C'est le seul moyen pour eux de conserver le pouvoir. D'où il fallait planifier la tricherie avant l'organisation des élections. D'un côté, il parle des élections, pose des conditions qui ne justifient en rien qu'elles auront lieu dans le délai et à la date prévue par la Constitution. De l'autre, ils sont en train de monter les enchères pour chercher le bouc émissaire afin de ne pas endosser seul la responsabilité du glissement en vue. Bien plus, pour ne pas attirer l'attention de l'opinion sur ce qu'ils sont en train de faire et surtout les problèmes cruciaux de l'Est du pays. Ici, à Kinshasa, siège des institutions. La majorité de la population est plus emballée dans les mensonges, désorientée, voire distraite par autre chose. Voilà pourquoi nous disons que, devant cette situation, le peuple congolais qui souffre ne doit plus rester naïf et indifférent. L'expérience du passé doit nous interpeller et nous aider à tirer toutes les conséquences des 3 cycles électoraux déjà passés. En effet, on ne peut pas aller aux élections avec ce régime qui a pris le pouvoir par la force, dans l'illégalité et qui est assis par la violation de la Constitution et des lois de notre pays. Un régime qui a lamentablement échoué sur tous les plans et désavoué aujourd'hui par son peuple. Dans cette situation, il est urgent de se débarrasser de cette classe politique au pouvoir. Plus question d'aller aux élections avec elle. Devant cette situation, le peuple congolais n'a qu'un seul mot d'ordre, celui d'exiger le départ de ce régime avant la tenue des élections. Son départ doit se faire par la voie du dialogue politique issu de l'accord cadre dont le processus politique est déjà engagé, soit par un soulèvement populaire. Le départ de ce régime va garantir l'organisation des élections crédibles, libres, démocratiques et transparentes. On ne peut pas parler des élections avec ce régime étant donné que la situation générale de notre pays est chaotique. Elle est pire qu'avant. Non seulement notre pays est divisé en 2 États, l'Est de notre pays est placé sous un régime d'État de siège qui ne produit aucun résultat positif jusqu'à ce jour. Plus grave, notre pays reste toujours occupé par les groupes armés. Et la population est abandonnée à son triste sort.
sacrifiés au massacre à répétition, démantelés et les en déplacement massif. Beaucoup parmi elles sont envoyées en exil forcé. Avec l'agression des Rwandais de M23, membres de l'Union sacrée aujourd'hui, qui revendiquent le dialogue avec le gouvernement en place, l'état de siège vient d'être anéanti. Le peuple congolais doit savoir que le M23 qui revendique le dialogue avec le gouvernement n'est pas celui qui a signé de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013, dont son président Bertrand Bisimwa, fils du pays, en est signataire. Et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, comme signataire, Raymond Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Le point 7 de cette déclaration d'engagement pris par les deux parties indique clairement le rôle qu'a joué la communauté internationale, agissant au nom de la sous-région et avec comme témoin le président de la CIRGL, Yoweri Museveni de l'Ouganda, et Jos Banda du Malawi comme présidente de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. En outre, figurait aussi à ces pourparlers avec le soutien diplomatique très considérable l'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, M. Boubacar Diarra, M. Roussel Fengol, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, M. Cohen Vervac, coordonnateur principal de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, ainsi que M. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général et chef de mission des Nations Unies, MONUSCO, en République démocratique du Congo. La présence des représentants de la communauté internationale à ces pourparlers de Kampala et à la déclaration de Nairobi, signée le 12 décembre 2013, explique que ces pourparlers ont pris une dimension internationale où tout est focalisé à l'article 9 de la dite déclaration qui exige au gouvernement de la République démocratique du Congo ce qui suit. Conformément à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles des institutions, y compris la réforme des secteurs de la sécurité, de l'administration, des finances publiques, de la justice, de la gestion des ressources naturelles, ainsi que la mise en œuvre de la décentralisation et rendre effectives les conditions d'une gouvernance locale conforme aux prescrits de la Constitution et des lois en vigueur. Notamment, la disposition attribuant les 40% des revenus à caractère national aux provinces. Considérant la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, prise le 28 mars 2013, les points 4, 5 et 14b exigent et invitent l'envoyé spécial de la sous-région des Grands Lacs, nouvellement nommé en coordination avec le représentant spécial pour la République démocratique du Congo, avec le concours voulu de celui-ci, à diriger, coordonner et évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux pris dans l'accord cadre. Invite en outre l'envoyé spécial à conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes
du conflit. Ainsi, le point 14b a bien spécifié: demande aux représentants pour la République démocratique du Congo de s'acquitter, au moyen de ses bons offices, des tâches suivantes. Promouvoir un dialogue politique transparent et inclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Ici, non seulement l'accord cadre n'a jamais été appliqué, mais aussi aucun des gouvernements qui se sont succédés n'a jamais pensé à l'organisation de ces élections. En effet, les pourparlers de Kampala et la déclaration du 12 décembre 2013 à Nairobi, évoquée si haut, prévoit le dialogue politique au titre de l'accord cadre et la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en montrant que c'est sur cette voie que les Congolais de M23, signataires de la déclaration du 12 décembre 2013, devraient retourner au pays pour être intégrés dans la vie sociale et participer à la gestion de notre pays sur le plan politique et sécuritaire, dont notamment l'armée. 3 cycles électoraux diront, et bientôt le 4e. Aucun dirigeant de ce régime n'a pensé jusqu'à ce jour à l'organisation des élections locales. Pour rappel, l'accord cadre couvre 2 volets, à savoir volet politique et sécuritaire. Sur le plan politique, l'accord cadre parle de la classe politique, le pouvoir et l'opposition, parties prenantes au conflit. Sur le volet sécuritaire, l'accord cadre fait allusion des groupes armés, parties prenantes au conflit. Ce qui explique que le dialogue politique va réunir les pouvoirs en place où font partie toutes les institutions. L'opposition politique non institutionnelle et les groupes armés. Ce sont ces partis qui constituent aujourd'hui les parties prenantes au conflit et qui sont habilités à résoudre la crise politique et sécuritaire de notre pays, dont la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies fait allusion aux points 4, 5 et 14b cités si haut. Seuls les Congolais parties prenantes au conflit qui doivent se mettre autour d'une table, sans oublier les Congolais de M23 qui ont droit de participer à ces dialogues. Et non les Rwandais qui sont intégrés dans le M23, dans les institutions en place, moins encore ceux qui sont au sein de l'armée. Tous ces Rwandais n'ont pas de place au dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre est un traité ou accord international. Elle est au-dessus de notre constitution, conforme à l'article 215 de la Constitution. Le dialogue politique met toutes les parties prenantes au conflit au même pied d'égalité et les décisions de ce dialogue seront opposables à tous. Chers compatriotes, quand à la guerre nous imposée aujourd'hui par les Rwandais, au nom du M23, le peuple congolais doit savoir que cette guerre est suite
au non-respect des accords et engagements pris par Félix Tshilombo auprès de Kagame et le M23, dont Kagame représente le vrai patron. Le nom de M23 apparu de nouveau dans cette guerre n'est qu'un prétexte. Par un de ses pouvoirs, au nom de M23, Kagame tient à arracher le respect de ses accords et engagements par la voie des armes. Le peuple congolais innocent qui ignore le contenu de ces accords paye le prix de cette guerre. Chers compatriotes, ayant compris que l'accord de Nairobi signé le 12 décembre 2013 va conduire les Congolais au dialogue politique ici de l'accord cadre, sachant que les Rwandais de M23 ne sont pas Congolais et ne vont pas participer à ce dialogue. C'est la raison pour laquelle ils ne revendiquent plus l'application de l'accord de Nairobi. Leur combat aujourd'hui est plutôt pour l'application de l'accord signé au Rwanda avec Félix Tshilombo par le canal de Claude Ibalanki du mécanisme de suivi de l'accord cadre. C'est cet accord qui fait des Rwandais de M23 membres de l'Union sacrée. Ces accords ne sont qu'une stratégie pour Kagame de justifier la présence des troupes rwandaises et de démarrer le plus longtemps en République démocratique du Congo. L'accord de Nairobi qui semble être oublié reste dans la stratégie de Kagame qui sera rebondi à tout moment et un autre Rwandais sera créé pour revendiquer la mise en œuvre de l'accord de Nairobi du 12 décembre 2013. Chers compatriotes, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la mauvaise foi de Félix Tshilombo. S'il avait la bonne volonté de nous écouter et s'engager dans le dialogue politique ici de l'accord cadre, la République démocratique du Congo, notre pays, n'allait pas connaître cette situation d'une nouvelle guerre avec Kagame, qu'il a toujours qualifié de frère. Pour des intérêts personnels, cette situation l'a poussé à détourner le dialogue politique ici de l'accord cadre. Il a préféré négocier dans les secrets avec les Rwandais de M23 et signer un accord à la place de respecter celui de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est par là qu'il est tombé dans son propre piège. Comme conséquence, aujourd'hui, il ouvre la voie, tel que dit si haut, à une nouvelle guerre avec les Rwandais de M23. Sans avoir que l'objectif principal de l'accord cadre d'Addis Abeba est pour bloquer non seulement Kagame et Museveni, mais également tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo qui font continuellement leur incursion et pillent ses ressources naturelles. Raison pour laquelle tous ces États ont été impliqués à la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Félix Tshilombo doit savoir, tant que l'accord cadre n'est pas appliqué, la République démocratique du Congo restera toujours un État faible. Avec l'armée infiltrée, nous ne pouvons pas engager une guerre et la gagner. Surtout avec le Rwanda et l'Ouganda. Avant toute chose, notre armée, comme nos services de sécurité, doit subir une purge, c'est-à-dire la réforme prévue dans l'accord cadre d'Addis Abeba. S'il faut faire allusion du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu au Kenya le 21 avril 2022, qui a conduit à l'ouverture des processus politiques sous le leadership du président Uhuru Kenyatta,
entre la République démocratique du Congo et les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo. Sur ce, l'Union des Républicains et alliés ont suivi de près et avec intérêt cette démarche et rappelle à l'opinion nationale et internationale que tout est parti d'une décision prise au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 19 avril 2022 et le résultat du 10e sommet des mécanismes de contrôle régional tenu à Kinshasa le 24 février 2022, avec l'engagement de l'Union africaine sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba comme l'un des garants de cet accord. Sur le volet politique, les participants ont convenu qu'un processus politique soit ouvert sous le leadership du président Uhuru Kenyatta pour faciliter les consultations à entreprendre entre la République démocratique du Congo et les groupes armés locaux actifs dans le pays. Néanmoins, nous avons regretté et constaté qu'une confusion a été créée dans cette démarche avec un communiqué flou et très ambigu, sanctionnant la fin des travaux du sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. En effet, ce communiqué s'est écarté de la logique de directive de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 19 avril 2022, ainsi que des résultats du 10e sommet du mécanisme de contrôle régional tenu le 24 février 2022, dont mission a été assignée au président Uhuru Kenyatta en tant que seul facilitateur des consultations entre la République démocratique du Congo et les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo. Bien plus, plutôt que de se limiter à ce niveau, le dit communiqué a développé la confusion en ajoutant et en transformant le nom de Félix Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui fait partie prenante au conflit, de jouer le rôle de facilitateur pour consulter le groupe armé, alors qu'il n'a pas vocation de prendre une telle initiative, ni de prendre le goût de consulter la classe politique, partie prenante au conflit. Il est dans la logique d'entraver le processus politique du dialogue déjà entamé. Une occasion ratée dans sa double fonction du président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Chers compatriotes, m'adressant directement aux groupes armés qui n'ont jamais pris connaissance de l'accord cadre, je vous invite à vous s'abstenir de déposer vos cahiers de charges auprès de Félix Tshilombo, qui non seulement représente le gouvernement, l'une des parties prenantes au conflit du dialogue politique, mais il est également considéré comme belligérant et se trouve au même pied d'égalité que vous. Le président Uhuru Kenyatta est la seule personnalité indiquée auprès de qui vous allez déposer vos cahiers de charges. Pour l'unique raison que c'est bien lui qui joue le rôle de facilitateur, non pas de tout Félix Tshilombo. En outre, disons que ceci n'est qu'une partie remise, une première étape de sa mission. Vu l'ampleur de la situation, nous pensons que le président Uhuru Kenyatta ne va pas traîner les pas, ne s'enferme avec le groupe armé pour passer à la seconde étape de sa mission, celle de consulter la classe politique partie prenante au conflit.
Consultations qui vont conduire à la mise en place d'une commission préparatoire qui devra ouvrir la voie à la convocation du dialogue politique qui se tiendra à Kinshasa, siège des institutions du pays et non ailleurs. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'après 9 ans de blocage de la mise en œuvre de l'accord cadre, celui-ci vient de prendre corps à ce jour. Et Félix Tshilombo, étant partie prenante au conflit, n'a pas droit de mettre à nouveau des obstacles pour bloquer le processus du dialogue politique qui vient d'être engagé par le président Kenya Uhuru Kenyatta. À dire vrai, la situation que M. Félix Tshilombo est en train de vivre aujourd'hui n'est qu'une conséquence normale de n'avoir pas voulu écouter nos conseils dans plusieurs de nos déclarations antérieures. Il a préféré nous fermer la porte. Il se croyait fort avec l'appui de l'armée, ignorant que notre armée est infiltrée par ces parrains rwandais et ougandais qui l'ont placé au pouvoir, qui lui montre aujourd'hui qu'en République démocratique du Congo, l'armée n'existe que de nom. Les nouvelles qui viennent des fronts confirment la faiblesse de l'armée. Elle est en état d'échec pour faire face au groupe rebelle rwandais. C'est cette faiblesse qui l'a amené à négocier au Kenya avec le groupe armé. Des négociations qui s'annoncent mal pour lui et ouvrent la voie de son départ. Il ne sera sauvé que s'il reste dans la logique du dialogue politique franc et sincère issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Chers compatriotes, nous ne pouvons terminer notre déclaration de ce jour sans faire allusion des massacres de la population civile à répétition commis par le régime qui se sont succédés dans notre pays, dont le plus grave et flagrant est l'abattage tout dernièrement d'un hélicoptère de la MONUSCO qui a coûté la vie à 8 casques bleus de l'équipage et observateurs. Le gouvernement et le M23 s'accusent mutuellement sur ce dossier. Ces actes constituent des crimes contre l'humanité. Le sort de leurs auteurs se trouve au point 8 de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'où il est donc urgent pour la communauté internationale d'y penser, de mettre sur pied un tribunal international pour la République démocratique du Congo afin que tous ceux qui ont posé ces actes criminels soient traduits en justice. Voilà pourquoi le dialogue politique ici de l'accord cadre va passer en revue tous ces dossiers avec ces actes criminels. Cette fois-ci, le dialogue politique ici de l'accord cadre n'accordera pas une prime de nouveau aux belligérants comme lors du dialogue de Sun City en Afrique du Sud. Chers compatriotes, en conclusion, malgré le temps et de 9 ans durant dont a souffert la mise en œuvre de l'accord cadre depuis sa signature, aujourd'hui, l'engagement de l'Union africaine a fait que le processus politique tant attendu soit ouvert et a bel et bien démarré au Kenya. À cette occasion, l'Union des républicains et alliés
encourage le président Uhuru Kenyatta dans sa mission lui confiée et d'aller jusqu'au bout afin que ce processus politique atteigne ses objectifs, c'est-à-dire la tenue du dialogue politique qui va nous conduire à un nouvel ordre politique, tels qu'ont été définis les 6 points de l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le peuple congolais voit en vous un sauveur de sa souffrance de 57 ans aujourd'hui depuis le régime dictatorial de M. Mobutu. Avec la réussite de votre mission, le peuple congolais ne vous oubliera jamais et vous en sera très reconnaissant. Aujourd'hui, le salut pour Félix Tshilombo est de s'engager totalement, sans mettre des obstacles et laisser le processus politique de l'accord cadre déjà entamé aller jusqu'au bout. Je dis et je vous remercie. Applaudissons, applaudissons, applaudissons.